Bienvenue sur Daronne, ton podcast par Diaspora. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Jamila qu'on tourne cet épisode. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah oui, bien, bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Jamila? Je m'appelle Jamila, j'ai 68 ans, je suis franco-algérienne. Je suis à la retraite actuellement, fraîchement. Et tu as travaillé dans quoi? Et j'ai travaillé dans l'insertion des jeunes pendant de très nombreuses années. Ok, merci. Alors, je suis née en Algérie en octobre 1956, 2 ans quasiment après le déclenchement de la guerre d'Algérie. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs liés à cette période, si ce n'est quelques bribes comme ça. J'ai grandi à Alger, où j'ai fait mes études. J'ai fait la fac centrale à Alger. J'ai travaillé également suite à l'obtention de ma licence. Et puis, j'ai eu un petit problème de santé. Et donc, j'ai dû rencontrer plein de médecins à Alger. Et puis finalement, je voulais avoir un autre avis aussi de quelqu'un, d'un médecin ici, ce qu'on m'avait recommandé d'ailleurs à Alger. Mais l'idée, le projet que j'avais en tête, c'était vraiment de poursuivre mes études. Bien que le poste que j'occupais était un poste extrêmement intéressant, parce que je m'occupais de toute la partie ressources humaines dans une banque algérienne de développement. Banque d'ailleurs qui a été créée juste à l'indépendance en 62, ouais, ou 62. Donc, mais l'idée, effectivement, j'avais envie de poursuivre mes études au-delà de ma licence de 4 ans, parce que ça me permettait en fait de faire de la recherche, ce qui était initialement mon projet, et de pouvoir enseigner à la fac d'Alger. Me voilà donc arrivée en France, par un jour pluvieux, gris d'ailleurs, moi qui avait laissé un soleil radieux à Alger. C'est vraiment non sans regret que j'avais laissé Alger parce que c'est une belle ville où j'ai plein de souvenirs, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes amis, mes points d'ancrage, etc., etc. Et puis, bon, on décide comme ça de partir. J'arrive donc ici en France. Il faisait pas beau, il faisait gris, il pleuvait. C'était quand même un peu triste, je dois dire. Mais la ville est belle, malgré la pluie et la grisaille. Et j'étais contente d'être là. Donc, je me suis inscrite à la fac, quelques temps après. Et puis, j'ai démarré une licence en psychologie expérimentale. J'en avais besoin, parce que j'avais besoin d'approfondir un peu quelques questions relatives à la psychologie expérimentale. Je pense qu'à cette époque-là, je n'avais pas tellement confiance en moi, parce que je me suis dit, le niveau doit être élevé ici. Et du coup, j'ai choisi de rester, de prendre la dernière chaise. Et puis j'étais là à écouter les différents profs qui passaient, etc. Et puis à mesure que les jours passent, je m'étais rendu compte qu'en fait, non, le niveau n'était pas... mon niveau n'était pas si faible que cela, et bien au contraire, sur certaines choses, on était pas mal avancé, puisque l'Algérie avait envoyé quelques années auparavant des jeunes doctorants aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et ils sont rentrés pour enseigner. Si bien qu'on avait les dernières, par exemple, notamment en statistique, en psychométrie, etc., on avait vraiment les dernières informations, les dernières découvertes, etc. Et je ne sais pas ce qui lui a pris le prof. À un moment donné, évidemment, je ne participais absolument pas à la première semaine. Je n'ai pas participé, pas une seule fois d'ailleurs. Et un jour, donc le prof me demande,
je pense, avec un l'air un peu malicieux, je dois dire, hein, de monter. Il m'a donné la craie et il m'a dit, allez-y, on vous écoute. Donc il y avait une espèce d'équation, en fait, en statistique, à essayer de trouver, à laquelle il fallait trouver une solution. J'étais dans tous mes états, ces jours. Mais j'ai été quand même, je suis montée, histoire de sauver l'honneur, n'est-ce pas? Et donc j'ai commencé un petit peu à essayer de débaucher un peu la solution. Et puis j'ai réussi au bout de 5-6 minutes. Pour moi, c'était la solution. Et puis moi, je lui ai remis la craie et j'attendais le verdict. Il m'a dit, regagnez votre place. J'ai regagné ma place, comme une grande. Et là, il dit, mais franchement, Fathia, vous m'épatez. Vous m'épatez parce que, effectivement, le déroulé est tout à fait juste. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu cet enseignement en Algérie ou est-ce que c'est... Je lui ai dit oui, mais j'étais bien contente de lui dire oui parce que j'avais quand même senti Du mépris. Oh, une gentillesse, disons, qui était franchement très déplacée. Et donc, il y avait un peu... Je lui faisais sans doute de la peine. Enfin, pour lui, voilà, peut-être qu'on n'avait pas ce niveau-là. Mais ce jour-là, j'étais fière de moi, assez fière. D'ailleurs, de dire que c'était... c'était en Algérie et qu'on avait des profs qui étaient à la pointe, notamment parce qu'effectivement, les anglo-saxons étaient vraiment très avancés sur ces questions-là. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première période. Que dire d'autre? Qu'il y avait quand même de la bienveillance de la part de l'administration quand on avait des problèmes à régler, de papier, parce que c'est quand même un vrai parcours du combattant, tout ce qui est administratif, les démarches, etc. Les conditions faites aux étudiants à l'époque étaient quand même relativement dures, notamment parce qu'on demandait énormément en termes de ressources. Fallait Or, moi, je suis venue en France, j'avais pas de bourse. Et donc, il fallait travailler. Et d'ailleurs, la réglementation n'a pas changé. On avait le droit, en tant qu'étudiant algérien, et je pense qu'il faut dire que le statut d'Algérien était un statut à part. Bah, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. J'étais quand même assez fière de moi de voir que quand on allait à la préfecture, il y avait un guichet où c'était écrit algérien. Vous étiez à part. On était à part. On était à part parce que c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire de l'Algérie et de la France. Et donc, les Algériens avaient le droit de travailler 20 heures par semaine. Et pas plus? Non, pas plus. Okay. 20 heures. Il fallait avoir une autorisation à l'époque c'était la direction départementale du travail qui donnait au vu d'un certain nombre de documents cette autorisation qui permettait donc aux Algériens de travailler 20 heures et pas plus. Okay. Ce qui permet quand même de subvenir à mes besoins de l'époque, transport, nourriture, hébergement, etc., etc. Mais l'administration, contrairement d'ailleurs à certains profs, était beaucoup plus bienveillante à l'égard des étudiants de manière générale, des étudiants issus de l'immigration issus de l'immigration ou des étudiants même dont les parents sont nés ici, c'est-à-dire qui sont nés en France, mais donc on nous expliquait, on prenait le temps de nous expliquer en nous disant, moi je me souviens très bien d'une dame qui me disait, mais si vous avez vraiment des difficultés, que si vous trouvez que la vie est dure parce que ça doit vraiment vous changer de l'Algérie, il y a une assistante sociale, elle peut vous aider, elle peut vous accompagner, etc., etc. J'ai trouvé ça plutôt rassurant, plutôt bienveillant, etc. Mais le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y avait quand même, à l'époque à Paris 5, il y avait quand même
cette gentillesse qui, pour moi, était imprégnée un peu de mépris, un peu... Hein? Paternalisme. Oui, une espèce de paternalisme comme ça. On ne savait pas faire grand-chose, nous par nous-mêmes. Il fallait toujours qu'on nous explique, et probablement longtemps. Hein, on nous explique longtemps pour qu'on prenne vite. Et si je me permets, ouais. on revient un peu sur ton enfance. Ouais. Comment elle a grandi, la jeune Jamila? Genre, quand tu étais en Algérie, t'as grandi comment? Est-ce que t'as des souvenirs? J'ai grandi dans une famille conservatrice. Oui, avec une maman qui était la guerrière, qui faisait tout, qui était à la fois maîtresse de maison, maman, bonne épouse, elle faisait les courses, elle faisait à manger, voilà. Et mon père partait travailler le matin, on ne le voyait pas avant le soir. Il faisait quoi ton père? Il était commerçant. Donc son commerce était... voilà. Et toutes les tâches étaient reléguées et léguées à ma mère, qui bien vite était bien dépassée. Et du coup, les filles, mais les filles de manière générale en Algérie, mais je pense qu'aussi dans d'autres pays, on est là aussi pour seconder la maman, c'est-à-dire qu'on donne, on aide, on fait à manger, on aide aux devoirs des frères et sœurs les plus jeunes, on lave le linge, on fait le ménage, etc., etc. Et je faisais souvent ça. Je faisais si bien que quand je suis rentrée au collège, j'étais très contente de la rentrée scolaire. Moi, j'étais heureuse. Même si le collège où j'étais était très loin, le contexte, il faut voir le contexte dans lequel nous, moi j'ai vécu en tout cas, hein, et ma génération. Normalement, la rentrée scolaire se fait à la mi-septembre. Et cette année-là, la première année de ma sixième, elle s'est faite qu'en octobre, et pour cause. Le collège n'était pas prêt. L'Algérie était un chantier. Ok. Là, il y avait déjà l'indépendance qui Oui. Okay. Moi, j'ai pas vécu... j'ai vécu quelques bribes. D'ailleurs, je racontais ça à ma fille très récemment. J'ai vu des soldats. Ça, je me souviens très bien de ça. J'ai vu des armes. Parce qu'il y avait parce qu'en fait, on avait un jour, ça devait être en 61, je pense. L'Algérie était à feu et à sang. L'OS était plastiqué tout, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'OS? L'OS, c'est l'organisation secrète qui était contre l'Algérie algérienne, qui était contre l'indépendance, qui voulait absolument garder l'Algérie en tant que colonie, et qui était donc contre le projet du référendum pour les Algériens, s'ils souhaitaient rester rattachés à la France ou ils obtenaient leur indépendance. Ça, c'est suite à la visite de Gaulle en Algérie. Les choses mais l'Algérie était à feu et à sang. J'ai des bribes et des souvenirs, dont un souvenir qui était extrêmement pénible, qui me réveillait même la nuit, des fois, pendant des années et des années. Mais je reviens juste, si vous voulez bien, en arrière un peu, parce que l'idée, un jour, j'ai eu l'idée saugrenue avec mon frère, qui est décédé, qui a longtemps résidé en Belgique, et qui me dépassait de quelques 5-6 ans. On avait des drapeaux à la maison, des drapeaux algériens à la maison, qui étaient cachés, mais on les a trouvés. Ma mère, elle les a cachés. Parce que c'était un crime d'avoir un drapeau. Et donc on en avait 2, dont un était en taffetas. Il était magnifique ce truc. Mon frère, on s'est battus tous les 2, il a fini par prendre celui-là. Puis moi je me suis contentée de prendre l'autre, qui était un peu moins, les couleurs étaient moins... On n'a rien trouvé d'autre à faire.
rien d'autre à faire que de monter sur une échelle, d'aller planter les deux drapeaux dans un truc, alors qu'en face de nous, il y avait une école, où j'ai été d'ailleurs, qui était devenue une caserne, entre guillemets. Le soldat, il y a un soldat qui est venu, qui a vu ça de loin, on va dire il y a 100 mètres, 150 mètres qui nous séparent de l'école, hein, et tout est grillagé, donc on voit. Et je vois, enfin j'entends la porte, tac, 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 comme ça. Et ma mère qui ouvre, et le soldat lui dit, mais je l'ai vu, et en plus il était tellement jeune et si beau d'ailleurs, si beau, et tellement gentil. Il lui a dit méchamment comme ça, les drapeaux, il faut les enlever, il faut les enlever. Il faut les enlever, madame, il faut les enlever. Et puis, il s'est retourné, parti. Okay. On était punis toute la journée, ce jour-là. C'était derrière la porte, tous les deux, d'ailleurs, tous les deux. Et elle a, contre mauvaise fortune, voilà, elle a enlevé les deux. Hein. Ça, je me souviens très bien de ça. Je me rappelle très bien également qu'il y avait qu'on avait organisé, enfin, les parents avaient organisé une marche pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, qui devait sillonner les rues du quartier où j'habitais. Okay. Et à un moment donné, nous, on regardait par la terrasse, et donc on a vu qu'il y avait des soldats qui étaient placés de sorte qu'on ne les voit pas de l'extérieur, mais qu'on voyait le bout de... Je ne sais pas ce que c'est comme une Kalachnikov ou autre chose, mais je sais que le bout, on le voyait très bien. Et donc, je ne sais pas qui c'est qui leur a dit, et on a vu les hommes, il n'y avait que des hommes d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes, se disperser et aller de l'autre côté où il n'y avait pas l'armée. Okay. Ça, ces détails-là me reviennent assez souvent d'ailleurs. Et je pense que le sentiment le plus dur à cette époque, c'était qu'il y avait le magasin de mon père se trouvait pas très loin de là où j'habite, donc je pouvais y aller tranquillement. Je connaissais le chemin, donc j'y allais régulièrement pour chercher du lait, pour chercher que sais-je encore. Et un jour, je suis partie pour acheter des choses. On était trois. Hein. Je me souviens de ma grande sœur, mon grand frère. Et je me vois aller dans le magasin de mon père, ramener quelques courses. Mais j'avais trouvé des copines à côté de là où il y allait le magasin de mon père. Et donc on papotait, je me suis oubliée. Et ma mère était dans tous ses états, parce qu'on lui a dit que les égorgeurs, c'était ça le mot en arabe, c'était la traduction en arabe. Les égorgeurs étaient, on va dire, à 600 mètres de là où on habitait. Okay. J'ai pas compris. Pour moi, c'était une horde de gens qui voulaient nous égorger. Mais pas plus. Et quand ma mère m'a vue de loin, elle était sur l'échelle, en train de guetter. Les trois enfants ne sont pas à la maison. Donc elle voulait absolument qu'on rentre à la maison. Et elle me voit et elle criait, mais de toutes ses forces. Viens à la maison, viens, rentre. J'ai pas compris. Ensuite, il y a un voisin qui a ramené ma soeur et mon frère. Et on est rentré à la maison. Et moi, je lui ai posé la question, pourquoi elle avait peur? Pourquoi on doit rentrer? Il fait pas nuit. Et elle me dit, parce qu'il y a des égorgeurs qui sont à côté de tel quartier. Et moi, je lui ai dit, c'est quoi les égorgeurs? Mais pourquoi ils égorgent les gens? Et elle m'a répondu, quand tu seras grande, tu comprendras. En effet. Quand j'ai grandi, j'ai compris ça correspondait à quoi ces égorgeurs. En fait, ce sont les gens les membres de l'OAS, mais qui étaient prêts à faire absolument... Mais c'est fou quand même de se dire que t'es enfant et que tu poses cette question à ta mère. Oui, pourquoi il y a des gens qui veulent nous égorger? Oui, parce qu'on vivait... Mais c'était tranquille, le quartier. Bien qu'il y avait des soldats en face de nous, mais en fait, ils nous embêtaient pas. Si ce n'est à cause du
Du drapeau. Mais qui avait une signification. Enfin, mais je ne sais pas ce qui nous a pris d'ailleurs d'aller chercher les drapeaux et les mettre. Mais je crois qu'il y avait une envie de. On sentait bien qu'il y avait de l'injustice. Il y avait des choses. Quand même, mon grand frère et ma grande sœur en parlaient aussi. Il y avait des auteurs algériens qui avaient dénoncé cette injustice-là. Ces injustices, voilà. La faim, la maladie, le fait que les Algériens ne puissent pas aller comme ils veulent prier, qu'ils ne peuvent pas aller. Il faut savoir que si on t'attrape fréquentant une école coranique, ah ben t'es mal, et ta famille est mal. Parce qu'on n'a pas le droit de... C'est un crime, c'est un crime. Et c'était comment à l'école? Enfin, ça se passait comment? Est-ce que tu allais dans une école française? J'allais dans une école... il n'y avait pas d'école française, il n'y avait pas de... Moi, j'habitais un quartier qu'on appelait, pendant très longtemps, on l'a appelé la cité indigène. Okay. Et j'ai pas compris... c'est en grandissant, mais vraiment en devenant adulte, que j'ai compris ce que voulait dire le terme, ce que recouvrait ce terme-là, et pourquoi on était... parce que là où j'habitais, là où je suis née, il y avait un quartier, effectivement, musulman, d'où la cité indigène. Okay. Alors, même que les Français, les Blancs, eux, habitaient les quartiers dits Beaulieu, d'ailleurs, Bellevue, Belfort. Tous ces quartiers-là n'étaient pas... Il n'y avait pas de musulmans, ou alors c'est absolument une exception de chez une exception. Okay. Les Algériens étaient parqués dans des cités populaires, qu'on appelait bien des cités indigènes. Je me souviens très bien que mon adresse était cité indigène, B10, numéro 31. Ça, mais c'est enfant, ça on le garde, on l'a dans la... Puisqu'on remplit les documents. Mais à l'école, contrairement à la vie de tous les jours, à l'école, ma première année, c'était difficile. Ma sœur allait à la même école. Mon frère est allé à une autre école un peu plus loin, mais quelques pas plus loin. Mais c'était l'école Dessoliers pour les filles et l'école Dessoliers pour les garçons. Il y avait de très bons profs, de très bons instituts, y compris parmi les Algériens. Mais moi, mon institut, je me souviens très bien, la première, celle par qui le savoir premier jour était venu, c'est bien une institut blanche, une française blanche, assez costaud d'ailleurs, on ne s'amusait pas beaucoup avec elle, hein, parce que frapper un enfant était chose courante. Parmi tous les membres de l'équipe enseignante, il y avait des gens pétris de bienveillance, d'envie de transmettre le savoir, etc. L'envie d'émanciper aussi. Il y avait... Mais il y en avait aussi qui... ces Français-là ont choisi de rester. D'ailleurs, ils ont changé de statut, ils sont devenus des coopérants techniques. Okay. Voilà. Mais ils ont fait le choix de rester. Et d'ailleurs, le gouvernement... Après l'indépendance. Absolument. Okay. D'ailleurs, le gouvernement l'avait annoncé. Ceux qui veulent rester, les Français blancs qui veulent rester, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent partir, ils partent. Voilà. Et donc, ils ont fait le choix de rester. Il y avait au moins 5 instituts que moi j'ai eu juste à l'école primaire. Hein. Parmi lesquels il y avait un Algérien qui, au CE1, je commençais à apprendre l'arabe. Parce qu'en fait, CP1, enfin il y a 2 CP en fait, chez nous. C'était CP1, CP2, et CP1, CP2, c'était français. On démarrait par le français. Donc voilà. À la maison, vous parliez en arabe et... Absolument. Oui, la maison, c'était la langue familiale. Et à l'école, on parlait français tant qu'on pouvait. Et à la récréation, on pouvait se permettre de parler.
Et en CE1 a été introduit les premiers cours d'arabe. Et c'était un Algérien d'ailleurs. Je lui garde une place très particulière dans ma vie parce qu'il m'a tellement encouragée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En calcul, j'étais pas très bonne les premiers temps. Avec cette institut, ça passait pas. Et lui m'a donné confiance en moi. Et j'ai commencé à lire et à écrire l'arabe très 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 tôt. Comme s'il y avait chez moi l'envie de réussir cette langue qui a été interdite pendant des années et des années. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais donc c'était CE1, CE2, on continuait à avoir un tas d'heures de français, un tas d'heures en arabe, si bien que quand je suis arrivée au CM1, j'avais quasiment le même niveau en arabe et en français. Ok. Et je pense que c'est ma génération et la dernière qui a eu la chance d'être des vrais bilingues, c'est-à-dire la maîtrise de l'arabe et la maîtrise du français. En CM1, par contre, j'ai eu la chance, la vie a fait que j'ai rencontré cet institut qui ne jurait que par Jules Ferry, et moi je ne connaissais absolument pas qui c'était Jules Ferry, mais il ne parlait que de Jules Ferry, et avec lui, il m'a redonné confiance en moi, mais j'étais super en calcul, j'ai découvert que je savais compter, que le calcul mental, à mon époque, il y avait l'histoire du tableau composé, on écrivait la réponse vite fait, et puis hop, oui. mais je faisais ça avec une dextérité, c'était incroyable. Et ma mère suivait beaucoup nos études. Un jour, elle est venue et à part ta mère, elle avait fait des études, elle? Non. Elle était femme au foyer. Ok. Elle n'a pas eu la chance, mais je crois que quand on l'entendait parler, mes copines me disaient qu'elles pensaient que ma mère avait fait elle est instruite, elle était instruite. Ben, ma mère n'a jamais été à l'école, mais elle avait un tel progressisme concernant les femmes. Je l'entendais répondre des fois à mon père, parce que mon père c'était quand même le conservateur plus. Hein, et c'est elle qui suivait. Et malgré le fait qu'elle ne savait pas parler français, elle allait voir le prof, etc. Et un jour, je ne sais pas ce que j'ai fait, et j'ai été collée. Donc elle ne me voyait pas arriver. L'école se trouve juste à côté. Elle regarde, elle ne me voyait pas. Elle met son haïk. C'est une espèce de... Comment on dit C'est un tissu. C'est un tissu, mais c'est pas n'importe quel tissu. C'est un tissu de la très bonne qualité. À l'époque, les femmes sortaient avec les femmes à Alger sortaient avec... et elle mettait même en tout cas en dentelle et tout. C'était très joli. Et donc, elle a été voir... elle est venue, et l'institut l'a reçue. Et elle lui a dit pourquoi elle était collée. Mais j'étais collée, les mains sur la tête, à genoux. Ok. Ah oui, et à côté du bureau de la directrice. Ah oui. Et donc, il m'a demandé de me lever, et il lui a dit, moi, elle est très bien avec moi, elle suit bien, elle est très gentille avec ses copines et tout. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ma mère le regarde et lui dit, dans son français absolument approximatif, elle lui dit, dès que tu la vois faire il faut la taper. Et il lui dit, mais elle n'a pas besoin. Je me rappelle très bien de ça. Et moi, je courais. Et lui, il courait derrière moi. Et il lui dit, elle n'a pas besoin. Elle suit très bien à l'école, etc. Et on est rentré à la maison. C'était le ramadan. Et on faisait le ramadan. Je faisais le ramadan. J'observais Et quand on est rentré à la maison, je me souviens que ma mère était en train de préparer la soupe et tout. C'était un truc dans une marmite en terre cuite. Et je me souviens d'elle me disant, tu vas juste derrière la porte pendant une demi-heure. Comme tu fais le ramadan,
je ne te frapperai pas, je ne te toucherai pas aujourd'hui. Et donc, voilà, malgré le fait que, justement, elle n'a pas pu faire des études, etc., elle s'est mariée très, très, très jeune, probablement à 16 ans. Ok. Et elle a eu très, très rapidement ma grande sœur. Elle a quand même suivi notre scolarité à tous, et on était très nombreux. Hein. La fratrie était très, très importante. Vous étiez combien? On était 10. Ok, wow. Ah oui, oui, c'est maman à plein temps et nuit et jour. Enfin, Ouais, c'est... c'est un vrai travail. Et elle voulait que je fasse des études. Elle voulait, elle me dit, il faut pas que tu vives comme ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai enduré. Je me souviens de ces... Parce que l'instruction va te libérer, ça va te libérer. Et je suis prête à tout vendre pour ça. Parce qu'en fait, ma mère faisait de la couture. Ok. Pour nous aider, pour acheter des trucs, parce que voilà, elle voulait contribuer, elle voulait qu'on réalise ce qu'elle n'a pas pu réaliser, parce qu'elle est née dans une bourgade en région d'Alger, et que les filles ne vont pas à l'école, et que à cette époque, c'était même pas là. Et d'ailleurs, peu d'Algériens ont fait des études, les anciens, parmi les anciens. Ceux qui ont fait des études en Algérie, ce sont des gens qui appartiennent à l'élite. Il n'y a pas... Voilà, il y avait quand même un système qui fait qu'on ne pouvait pas se soigner comme on se devait, on ne pouvait pas s'instruire, on ne pouvait pas... Voilà, on n'était pas fait pour ça. Voilà. Et ça, je crois très 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 tôt, on l'intègre. Si bien que quand je suis venue en France, ce qui explique qu'en partie, la première semaine de fac, j'étais là parce que je pense que la légende de l'homme blanc était encore dans ma tête. Forcément, les Français blancs, ils sont intelligents, ils sont instruits, ils savent tout. Donc tu avais intériorisé le racisme. Ah, je pense que... forcément, parce qu'il y a quand même des trucs... moi, je me souviens de quelque chose qui m'a profondément choquée. D'ailleurs, j'ai mis 3 jours pour aller à la fac. Je ne voulais pas en entendre parler de la fac. Je suis restée dans ma chambre, c'était terrible. Un jour, je vais voir une prof au sortir du truc. Quand elle nous a dit allez au prochain cours, elle m'a dit Ayadi, vous voulez me voir tout à l'heure. Ah ben moi j'ai exécuté tout simplement. Je suis rentrée dans son bureau, j'ai frappé une fois, j'ai frappé 2 fois, j'ai rien entendu. Mais il m'avait semblé, la porte était épaisse, donc je me suis dit elle a dû dire entrez, puis moi j'ai pas entendu. Donc plutôt que de me farcir la 3e fois entrez, je me suis dit, vaut mieux, j'ouvre la porte et je rentre. Et elle me regarde. Et elle me dit, mais je ne vous ai pas autorisé à entrer. J'ai pris ça dans la figure, mais je la regardais. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, elle a été capable de me dire ça. Et alors là, mon sang, il a fait un tour. Il a fait vraiment un tour. J'avais la main sur la poignée. Je lui ai dit, vous ne m'avez pas demandé d'entrer. En effet, il n'y aura donc pas entretien. J'ai fermé la porte, je suis partie. Je savais ce que je... D'ailleurs, je suis descendue en bas, j'ai pris un café. Il y avait une... Puis je me suis dit, elle viendra que pourra. Au moins, l'honneur est sauf. Non, mais je ne vais pas m'asseoir. Après, elle aurait pu me le dire, vous savez, le sourire ou un truc. Ah oui, finalement, vous savez, j'étais en train de faire un truc. Non, je ne vous ai pas demandé d'entrer. Elle m'a dit, je ne vous ai pas autorisé à entrer. Et voilà. Elle a réagi comment quand tu es partie? Je ne sais pas. Par contre, le lendemain matin, j'ai vu sa réaction. Quand elle est rentrée, moi j'ai pris mes affaires, je suis partie. Ah. Ouais. Ce n'est que 2 jours ou 3 jours après, elle m'a vue en bas à la cafette, elle passait,
Puis elle est venue me voir et elle m'a dit ok, je crois qu'on est quitte. Elle m'a dit je crois que ça nécessite une discussion. Je lui ai dit non, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur ce. C'est votre droit. Voilà, et c'est aussi mon droit de réagir, d'aimer ou de ne pas aimer, d'apprécier ou de ne pas apprécier. C'est tout. Ce n'est que. Franchement, c'était quelques semaines. J'ai raté plein de cours. Mais c'est parce qu'elle est venue vers moi. Je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était trop fort, comment elle a réagi. Et donc, elle m'a dit absolument, ce que vous avez compris, c'est. Je lui ai dit, vous savez ce que j'ai compris? Vous ne m'avez pas posé la question. Vous ne savez pas ce que j'ai. Elle m'a dit non, je suis quelqu'un de direct. Ça peut ne pas plaire, mais ça n'a strictement rien à voir avec votre situation d'étudiante. Mais elle n'a pas dit autre chose. Elle a dit d'étudiante. Okay. Je pense qu'inconsciemment, elle voulait rajouter étrangère, en tant qu'étudiante étrangère. C'est quasiment le seul souvenir qui m'est... que j'ai rencontré, moi, que j'ai vécu, qui m'a ébranlée. Et en fait, il m'a fait douter de la bienveillance, y compris du corps professoral parfois. Mais quand tu es arrivée en France, est-ce que tu t'es... Enfin, en plus, tu as appris l'indépendance, tu avais vécu toute ta jeunesse en Algérie, et tu t'es pas... Enfin, le contexte, il était encore tendu. Comment tu as vécu le fait d'aller chez ceux qui sont venus occuper ton propre pays? Non, l'eau avait coulé sous les ponts de Paris et d'Alger d'ailleurs. À la fac d'Alger, on avait pas mal de profs français, allemands. D'ailleurs, parmi ces personnes-là, deux au moins, je garde encore le contact et par Facebook. Oui, c'est des vieux de la vieille maintenant, mais ils sont en province même. Mais il y avait, je crois que dans l'esprit des étudiants algériens à l'époque, c'est vrai qu'il y avait c'est moche la guerre, qu'on avait perdu plein d'Algériens. On dit qu'il y a au moins 1,5 million personnes qui ont péri dans cette guerre. Moi, je pense qu'il y a un peu plus parce que on a des villages entiers qui étaient même pas, cartographiés. Il y avait des villages entiers qui ont été détruits, brûlés, etc. La France a aussi payé un lourd tribut. Mais l'eau a coulé sous les ponts et celui qui était le colonisateur d'hier pouvait aussi être un partenaire. Preuve en est, c'est qu'à la fac, il y avait quand même pas mal de... Et juste après la fac d'ailleurs, moi j'ai travaillé avec quelqu'un avant de prendre un poste à la Banque algérienne de développement. J'avais travaillé pendant la période où j'étais étudiante. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui était directeur du personnel et des moyens à l'époque dans une entreprise de transport des voyageurs. Il y avait encore les relents les relations n'étaient pas apaisées, non, loin de là. Mais comme s'il y avait une espèce de... Un auteur algérien dira un jour j'écris en français parce que je ne maîtrise pas l'arabe. On n'a pas pu m'enseigner l'arabe. Et je considère le français comme étant j'essaye de trouver le mot, un butin de guerre. C'était un peu l'état d'esprit de la jeunesse algérienne à cette époque-là. Il y a eu la guerre, ok, on a payé le prix. Dans chaque famille, il y a au moins un martyr, au moins. Il n'empêche qu'il faut regarder l'avenir, la vie continue, et il faut regarder l'avenir. Et si on pouvait
avoir instauré d'autres relations, mais d'égal à égal, cette fois-ci, alors oui, pourquoi pas. C'est bien que beaucoup de Français, moi le premier directeur que j'ai eu, c'est un Français blanc, Ok. qui a choisi d'ailleurs la nationalité algérienne, qui a travaillé, qui a même aidé le FLN à l'époque. C'est pas pour rien qu'on l'a mis à ce poste-là, n'est-ce pas? Mais il y avait quand même pas mal, un certain nombre de Français qui ont fait le choix de rester. Voilà. Parce qu'ils ont aimé cette terre, parce qu'après tout, ils sont allés là-bas, et quelque part, c'est un peu leur terre aussi. Par contre, ceux qui ont des crimes de sang sur le... c'était pas acceptable qu'ils restent... ils pouvaient pas rester de toutes les façons. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu es française? T'as la carte nationale française, la carte d'identité française? Oui. Du coup, tu as été régularisée? Oui. Et comment ça s'est passé, ce processus? Alors, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, j'étais étudiante, j'avais un statut d'étudiante, donc une carte de résidence. Et puis j'ai rencontré le père de ma fille, et puis on s'est mariés, et donc du coup c'était aussi l'occasion de régulariser mon statut, donc de passer d'un statut d'étudiante, qui est quand même un statut précaire, soit dit en passant, à un statut de résident permanent. Entre-temps, j'avais travaillé dans une structure d'insertion des jeunes, d'ailleurs, dans la ville d'Ivry-sur-Seine. C'était mon premier poste. Ce qui m'a permis justement, par le biais de ce poste-là, de demander une réintégration, puisque quand je suis née, on avait la nationalité française. Okay, donc, les personnes nées avant 62 peuvent demander la réintégration. Oui, ils peuvent demander la réintégration. Donc, je l'ai demandé. Pour la petite anecdote, on m'a fait une réponse en me disant vous n'avez pas d'attache assez forte en France. Pour vous accorder la réintégration, ce à quoi j'ai répondu je me souviens que le maire, à l'époque, le maire de la ville m'avait fait une recommandation en disant on veut absolument qu'elle a tissé des liens au sein de notre ville, avec les familles, les jeunes, etc. etc. Nous voulons... qu'elle réintègre ça. Et puis, je pense que je crois que je l'ai encore. Et il dit, enfin, ne pas avoir d'attache quand on est marié, quand on travaille en France. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Monsieur le ministre de la ville, c'était à l'époque le ministre de la ville. Et je pense que 3 semaines après, on m'a appelé, de la préfecture de Créteil, pour me dire, passez prendre votre papier, le décret. Et j'ai eu le décret, et le décret était signé par Jacques Chirac et Alain Juppé. Oui. Voilà, je me souviens très bien. Voilà. Par contre, il n'y avait pas la cérémonie, à l'époque, il n'y avait pas la cérémonie là, qu'on fait maintenant pour les nouveaux naturalisés, etc. J'avais mon dossier, etc. Je suis rentrée à la maison, bleu, blanc, rouge, voilà. Mais je me sens également extrêmement algérienne aussi. Contrairement à ceux qui pensent qu'il faut opter à un moment donné pour une nationalité, je ne vois vraiment pas pour quelle raison. On devrait demander à quelqu'un de cesser d'aimer sa mère, comme ça, parce que c'est quand même la mère nourricière, la terre, qui nous a vu naître. Donc et puis on peut aimer à la fois la France et on peut aimer à la fois l'Algérie. On a de la fidélité à la fois pour l'Algérie et à la fois pour la France. Enfin, pour moi, c'est pas incompatible. Mais alors là, pas du tout. Voilà. Et en parlant d'attache et de double culture, du coup, toi aujourd'hui, tu as eu des enfants en France. Tu as eu une fille? Oui. Est-ce que tu en as eu d'autres? Non. Non. Tu as une fille unique. J'ai une fille. Déjà, on peut voir sur les murs qu'il y a une bonne décoration bien, bien biculturelle. Ouais. Et comment toi, ça a été quoi les enjeux de ton éducation
et de la transmission de ta culture algérienne à ta fille. Est-ce que ça a été vraiment important pour toi? Absolument. Pour moi, c'était important, c'était essentiel. C'est de transmettre parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes à qui ça a manqué. Ça manque terriblement et toute sa vie, toute la vie. Moi, j'ai tenu à ce que ma fille connaisse ses racines. En plus, elle est égyptienne du côté de son père. Okay. Et donc, j'ai trouvé essentiel de lui transmettre notre culture, les traditions. Oui, enfin, je pense avoir réussi, j'espère. Et tu l'as fait à travers quoi? Mais tout est, dans la vie quotidienne, tout est occasion, tout est bon pour transmettre. Par exemple, accueillir les gens, voilà, s'ouvrir, ouvrir son cœur aux autres, mais quels que soient ces autres, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ne pensent pas, peu importe, l'accueil est là. Accueillir la parole de l'autre aussi, ça me paraît quelque chose de très important. Offrir l'hospitalité, pour moi c'est fondamental. Et je tenais à ce que ma fille sache tout cela. Moi je suis arrivée en France, je ne suis pas arrivée sans rien. J'ai mon histoire, à bien des égards, mérite qu'on la connaisse. Et mérite justement qu'on en tire aussi les conclusions aussi et les enseignements qu'il faut. On fait pas que il y a des expériences heureuses, d'autres malheureuses, mais même les expériences malheureuses, on en sort avec quelque chose. Et donc, souvent je dis ça d'ailleurs aux jeunes que j'accompagnais, on apprend plus par nos échecs que par nos réussites. Ça me paraît quelque chose qui pour moi est un acte absolument fondamental. Donc oui, point de vue transmission, j'espère avoir réussi, mais j'ai toujours eu le souci de lui transmettre, y compris la beauté de la langue, y compris la poésie, y compris les percepts du Coran. Voilà, parce que les fondements sont là, ils sont de toute beauté, et c'est pas... je vais le dire quand même, comme je le pense, c'est pas l'extrême droite qui va nous faire changer d'avis. Parce que je trouve que quand les gens arrivent avec leur parcours, parce qu'il est riche, il y a de la richesse, chacun de nous, chaque membre de la diaspora apporte quelque chose dans ses bagages. Et il l'offre au pays qui l'accueille. Donc oui, je pense, en tout cas, ça passera pas. L'extrême droite ne passera pas sur ce terrain-là, parce qu'il y a tellement de belles initiatives, tellement de belles choses. On a beau critiquer, il mérite qu'on le revoie, qu'on le revisite de temps à autre. Le vivre ensemble existe. J'ai la chance d'habiter une ville où il y a un melting pot, mais je ne sais pas combien de nationalités. Écoutez, quand on va au marché, mais c'est génial, c'est absolument magnifique. C'est cette France-là que j'aime. C'est beau, merci. Je voulais te demander aussi, attends, je me rappelle. Ah oui, voilà. Aujourd'hui, on voit souvent, par exemple dans des émissions de télé, il y a des politiques qui viennent et qui, à un moment, surtout les derniers mois, c'était très tendu. Algérie-France, ça l'est encore un peu. Et souvent, il y avait des pics qui étaient un peu lancés. Ouais. Comment tu le ressens, ça? Je trouve que certains en France s'amusent. Et moi, ça ne m'amuse pas du tout. S'amuse à mettre de l'huile sur le feu. Ceux qui sont pénalisés, c'est nous, en fait. On peut discuter, se mettre autour de la table et discuter plutôt que des petites piques sur le JDD ou sur BFM. Moi, je pense que quand on est un homme politique,
on doit prendre la mesure de ses responsabilités, hein, et on ne doit pas raconter tout et n'importe quoi parce qu'on a un calcul électoral, électoraliste. Je trouve que la voie de la sagesse devrait l'emporter sur ces petites piques, parce que je trouve que ça n'honore pas la France, en plus. Je trouve que ces derniers temps, certains hommes politiques en France font beaucoup de mal à la France, justement, et par conséquent, font aussi beaucoup de mal aux relations franco-algériennes. Et qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse d'aujourd'hui qui vit en France, mais qui a des origines ou non, et qui vit ce contexte-là politique, en voyant un peu ce que l'avenir nous réserve en France, qu'est-ce que tu leur dirais? Toi, en plus, qui as travaillé avec des jeunes toute ta vie presque. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que, il me semble, si je n'ai pas oublié, le mot crise chez les Chinois correspond à opportunité. Ouais. Oui. Ok. Et justement, cette crise-là peut être porteuse de très belles opportunités. Ça peut être l'occasion justement de renouveau. Personnellement, j'y crois. Okay. J'y crois et l'impossible n'est pas français, mais il n'est pas algérien non plus. Et souvent, nos parents, à chaque fois, ils disent moi, de toute façon, mon avenir, il n'est pas ici. Je retournerai chez moi à un moment donné. Est-ce que toi, t'as déjà pensé ça? Est-ce que tu le penses encore? Je retourne en arrière un petit peu. À un moment donné de ma vie, j'avais participé à des travaux de recherche dans un laboratoire sur l'immigration. Et en fait, c'est l'histoire de l'immigration, etc. Et on avait abordé justement le retour. Mais ça fait des années, ça fait des décennies que les gens qui viennent ici parlent d'un retour. C'est le mythe du retour. C'est un mythe. Parce que la plupart du temps, ce que je constate, moi, et ça s'est vérifié au fil des ans, c'est qu'on construit quelque chose dans nos pays, mais on reste très attaché à la France. On construit une maison là-bas, mais on reste ici. Voilà. Et les enfants restent ici, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont trouvé des opportunités d'emploi, etc., parce qu'il y a des ouvertures, etc. Mais je pense que quand on a vécu en France pendant de nombreuses années, c'est vraiment un mythe, le retour. Pour moi, vraiment, c'est un... Après, je peux comprendre les personnes qui, à la fin, veulent passer un peu plus de temps. Je crois que ça m'est arrivé aussi de le penser, de me dire que bon, ça serait bien que je puisse partir aussi pour rester, par exemple, 2 mois. Oui, parce que pendant des années, c'était 3 semaines, grand maximum, parce que ça correspondait au congé annuel. Voilà. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Juste, à chaque épisode, on a 2 questions avec lesquelles on finit. La première, c'est quoi ta définition de l'immigration? Ça peut être un mot, une phrase, une image, peu importe. Oh là là, tu me poses une colle. Pour moi, immigration, ça correspond à brassage. Ok. Ouais, brassage. Ok, on me l'avait jamais sorti ça. C'est vrai. Et est-ce que tu aurais une recommandation de film, de podcast, de musique, de livre qui t'a donné de la force et qui te donne encore de la force au quotidien? Et pas le livre d'Hillary Clinton. Oh, il y a tellement de références, il y a tellement de... N'importe quel auteur. Ouais, vraiment ce que tu veux. Je pense le pain de ma mère de Mahmoud Darwish. Oh. Ouais.
Mahmoud Darwish, c'est beau. Ouais, Mm. bah, il est sublime ce poète. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Jamila. C'était un plaisir de discuter avec Tout toi. le plaisir était pour moi, mais c'était aussi un plaisir pour moi. Je suis contente alors. Et on est très contents. Du coup, déjà, merci à toi. Merci à Mouna, ta fille. Merci à toute l'équipe Diaspora. Donc, Yacine, Naofel, Jessica. À ceux qui ne sont pas là. Donc, Mariam, Samy, Chris, Sarah. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve dans un mois pour un épisode de Génération Mosaïque. Bisous. ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عينيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع إن الناس رايحة وجاية وأنا بحلم